Cette semaine, à Histoire de passer la pandémie, on reçoit Camille Gauvin, Annie Lacerte, Cassandre Roy-Drainville, Magali Lagumaltais et Thomas Venn. Bonjour à tous et toutes, mon nom est David Girard. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Histoire de passer de la pandémie. Cinquième émission, semaine 5. Qui aurait cru? Cette semaine, catastrophe et croyance. Ça tombe bien, c'est dans le thème général de l'actualité, évidemment. On parle beaucoup de catastrophes en ce moment, de pandémie en fait. On va aborder plusieurs époques aujourd'hui. L'époque antique, l'époque Maya, je crois, qui est ici au Québec. Je me mélange. Écoutez, il y a des semaines comme ça, des semaines où on est un peu fatigué, où on aurait envie de tout t'envoyer par la fenêtre derrière moi. Voilà, mais on se retient. Bonjour à tous et toutes. Petit tour de table. Thomas, comment vas-tu? Ah, ça va pas pire, ça va pas pire. Après 6 semaines de confinement, 6, 7, je m'en souviens plus. Jour 72 000. Et non. Cassandre, comment ça va? Content de te retrouver. Salut David, ça va bien. Écoute, ça se poursuit. Hein? La journée d'avant, on se rappelle pas si c'était hier, c'était avant-hier, si c'était demain. Comme plus ça arrive, c'est comme toujours pareil, tous les jours. Fait que, la routine, quoi. On se lève le matin, on ouvre les rideaux. On se couche le soir, on ferme les rideaux. Il fait on a encore de la neige au Bas-Saint-Laurent. On a hâte qu'il commence à faire plus beau, qu'il fasse plus que 8 degrés dehors. Donc, on attend le beau temps avec impatience. Oui, tout à fait d'accord. Une nouvelle invitée avec nous cette semaine, Annie-Milie. Comment vas-tu? Allô, ça va comme ça va. Il y a des hauts, des bas. Ouais, des fois ça avance bien les études, des fois ça avance moins bien. On va comme ça vient. Camille, content de te retrouver. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Mes plantes aussi vont très bien. Oui, on est allé les chercher la semaine dernière. Oui, elles sont magnifiques. J'ai essayé de m'en acheter aujourd'hui. Ma grosse passion de pandémie, les plantes. On redécouvre le jardinage en ce moment beaucoup. Et ça fait du bien plutôt que suivre l'actualité. C'est un retour à la nature, mais en intérieur. Oui, c'est vrai. Un jour, on pourra aller à l'extérieur, faire notre potager. Magali, content de te revoir. Comment vas-tu? Salut, contente de te voir aussi. Ça va. Écoute, en parlant de jour 72 000, je suis allée voir mon chum à 2 mètres de distance. Fait que, Oh, wow! wow, c'est le fun. C'était beaucoup de passion dans cette rencontre à 2 mètres de distance. Je tiens à préciser pour le public, 2 mètres de distance. On est prudent. Bonne chose, hein? C'est difficile pour les relations de couple en ce moment. On en parle peu, mais c'est une réalité qui nous touche. C'est ça. Puis, je pense que depuis le début de la pandémie, il y a plus de monde qui assume que je sors avec ma coloc parce qu'il était comme êtes-vous un ménage? Puis j'étais comme tu sais, oui, mais tu sais, comme. On se touche, on vit ensemble. OK. C'était vraiment drôle. Fait qu'à la SAQ, on était étiquetés comme le couple. Mais bon, écoute, voilà. Fait que donc je fais des blagues, mais non, ça va. C'est juste que c'est long. Puis on est confus. C'est long. Parlant de longueur, on s'en va à l'époque la plus lointaine aujourd'hui. Commençons par toi, Magali. Ben oui. Tu nous parles aujourd'hui de l'éruption du Vésuve. C'est ça. Je voulais parler un peu de cette éruption-là, puis de voir un peu la réaction. Puis j'étais comme un peu surprise parce que j'ai pas tout de suite trouvé tant que ça de réaction dans les sources. Donc, aujourd'hui, j'ai trouvé une petite réaction de la part du gouvernement, puis une réaction plus personnelle. Fait qu'on va parler un peu de ça, mais pour vous rafraîchir un peu la mémoire, parce que peut-être que ça vous dit rien, en octobre 79, 79 de notre ère, pour une fois que je parle de notre ère, il est advenu un événement vraiment bien connu dans l'histoire, c'est l'éruption du Vésuve. Le Vésuve, c'est un volcan qui est dans le sud de l'Italie, pas loin de Naples. C'est vraiment dans la péninsule de Naples, qui fait comme une espèce de grosse baie
à cet endroit-là. Et c'est une catastrophe qui a résulté en l'ensevelissement de plusieurs villes, dont la plus connue, c'est celle de Pompéi. Hein, puis ça vous dit peut-être quelque chose. Je vais essayer de partager mon écran, nouvelle technologie, pour vous montrer. Peut-être que ça va vous sonner une cloche. Mais là, mon Dieu, j'aurais dû regarder share screen. Voilà. Ouh, celle-là. Ça sonne très bien, on voit tous très bien la baie. Ah, voilà. Ah, Mais voilà. oui, au pays, Alors, c'est effectivement le lieu le plus connu de cette éruption-là. Là, on voit des corps, clairement. exactement. Ça, Pratique. c'est peut-être l'image connue un peu plus du grand public. Là. C'est ces corps qui ont été recouverts de cendres volcaniques, puis qui ont été découverts, en fait, parce que les corps à l'intérieur se sont décomposés, mais ça a laissé un espace dans la croûte terrestre. Quand les archéologues ont commencé à fouiller, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des cavités dans le sol, puis ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'ils ont percé des trous, puis ont mis du plâtre dans les cavités, puis les cavités avaient la forme humaine de ces gens qui étaient décédés lors de cette éruption. Donc, c'est quand Donc, même pas les corps tels quels qu'on a retrouvés, là, c'est des cavités remplies. OK. ouais, c'est ça. Ben, des fois, il y a encore des os à l'intérieur, mais vraiment, comme ça fait quoi, ça fait 2000 ans, ben, les corps se sont décomposés avec le temps, mais ils ont laissé comme un espace qui était occupé autrefois par le corps. Fait que c'est des moulages, mais à l'intérieur, il y en a plusieurs qui ont des os, fait qu'on peut les passer au rayon X, voir leurs os. Assez particulier comme phénomène et assez tragique, mais voilà, si jamais vous passez par Pompéi, chose que j'ai pas eu l'occasion de faire, mais je vous encourage. Il y Alors, avait revenons oh, pardon. Il y avait une à la Billy. exposition aussi. Oui, ça, il y avait une exposition aussi à Montréal, voyons, le musée. Monsieur Pointe-à-Calière. Non. Je sais. Musée Beaux-Arts. des Beaux-Arts. Les Beaux-Arts. Eh oui, j'ai un gros blanc. Ça fait longtemps que je ne suis pas sortie. Oui, c'est ça. Il y avait une exposition il y a quelques années, puis j'allais voir justement. C'est vraiment intéressant. Puis il y avait quelques moulages qui étaient présentés aussi. Puis, en tout cas, pour Ah, ceux ben, qui peut-être. Moi, je suis allée je suis allée à Pompéi, puis ben, comme c'est comme encadré, puis il y a pas mal tout a été quand même conservé grâce justement à la réponse qui a bien qui a bien gardé les choses intactes. C'est vraiment fascinant. Tout à fait. Ce qui est plate, par exemple, c'est les gens qui ramènent des choses de Pompéi. En tout cas, bref. Mais revenons à l'éruption. Magali, Oui. combien de temps a-t-elle duré cette éruption? Oui, ben nous, on est à nos jours 72 000, mais pour les gens de la région du Vésuve, ça a duré moins de 48 heures. Là. Ça a été vraiment un événement très, très rapide, vraiment J'aime ça. fulgurant. Ça a commencé, bien sûr, avec l'apparition d'un panache de fumée. Puis ça a l'air d'être une région montagneuse parce que selon une source ancienne là, qui s'appelle un homme qui s'appelle Pline le Jeune, au début, on n'arrivait pas vraiment à identifier d'où venait le nuage de fumée, quelle montagne en particulier était concernée. Et je pense qu'il y a plusieurs des habitants qui étaient surpris de voir que c'était le Vésuve parce qu'il n'avait pas été actif depuis à peu près 300 ans. Et c'est possible qu'il y avait plusieurs personnes qui pensaient qu'il était éteint tout bonnement et qu'il n'y avait plus vraiment de danger. Alors non, finalement, il y a eu léger réveil du volcan. Et c'est une catastrophe qui finalement a fait probablement dans les milliers de victimes si on se fie seulement aux corps, comme je vous ai montré, qui ont été retrouvés dans l'ensemble des petites villes autour du Vésuve. Mais c'est sûr que comme on n'a pas on ne sait pas quel nombre de personnes, on ne sait pas quelle était la population de la région à cette époque-là, donc on ne peut pas vraiment faire une comparaison combien de gens sont décédés. Puis les sites ne sont pas tous fouillés encore parce que c'est immense. Je pense que c'est ça qui est vraiment la beauté de ces sites-là, c'est que c'est des villes au complet préservées comme dans le temps et que c'est vraiment, vraiment grand. Donc, ça fait des centaines d'années qu'ils fouillent et puis c'est pas encore fini. Cassandre? Oui, si je me rappelle bien, il me semble qu'il y avait comme le 1/9e, ou en tout cas une petite partie qui a été découverte. Puis ça prend énormément d'argent aussi là, de travailler là-dessus. Puis aussi, ce qu'il disait récemment, c'est que, récemment, il y a 1 an, là, c'est qu'ils ont retrouvé en dessous de cette couche-là de la ville, ils ont retrouvé une autre ville. Fait que là, ils font, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on creuse par-dessus ça? Tu sais, pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous ou on garde ça intact. Je trouve ça full intéressant. Ouais, c'est. Bon, on connaît l'éruption, on connaît les causes. Donc, à quoi ça servirait de creuser davantage? Et je sais que l'année passée, je crois, il y a 2 ans, en tout cas, je ne me souviens plus. Cette année ou l'année passée, le temps se mélange. Ils ont trouvé une villa, en fait, là, intacte. Il y avait toute découverte, il y avait tout nettoyé, en fait. Là, ça avait fait une nouvelle Oui. récemment. Je ne sais plus quand. Mais Magali, les victimes, les gens qui sont décédés, est-ce que c'était des habitants de Pompéi? C'était qui c'était?
Oui, ben, les victimes, c'est probablement toutes sortes de gens, en fait. C'est les gens qui, oui, habitaient là, certainement, mais c'est une région qui était prisée comme lieu de repos, un peu comme lieu de chalet, de villégiature, si vous voulez, pour l'aristocratie depuis plusieurs années. C'était vraiment un endroit où on se faisait bâtir des villas, puis on allait passer du bon temps face à la mer. Mais il semble que dans les dernières années, avant l'éruption du Vésuve, il y a eu plusieurs tremblements de terre et ça a fait en sorte que beaucoup de belles villas, justement, qui ont été détruites ou plusieurs personnes qui étaient assez riches se sont dit on en a un peu marre là, de toute cette activité sismique, puis on va aller se faire construire ailleurs une villa. Donc, ils ont vendu souvent leur propriété à des gens qu'on pourrait qualifier là, de nouveaux riches. Là. Ce serait plus des marchands, aussi des esclaves affranchis qui avaient fait fortune un peu après leur affranchissement. Donc, il se pourrait que ce soit un peu moins des gens de l'aristocratie qui soient décédés de par un peu leur exode, mais aussi par les sources. On connaît assez peu de personnes d'un rang social très élevé qui semblent avoir décédé. Mais encore là, les sources sont peu nombreuses. Est-ce que ça fait un portrait fidèle? Je ne sais pas exactement. Donc, probablement beaucoup de gens, mais quand on regarde justement ces cadavres qu'on a retrouvés, mais il y a plusieurs personnes qui ont été retrouvées en gros groupes dans des espaces qui essaient de se cacher, en gros groupes parfois dans des sortes de voûtes où on pense que c'était peut-être un entrepôt de bateaux, que finalement les bateaux ont été sortis puis n'ont pas eu le temps de sauver tout le monde. Donc, est-ce que c'est des gens qui avaient un peu moins de moyens, qui n'avaient peut-être pas un ami pour venir les chercher en bateau? Voilà. Donc, c'est probablement une foule de personnes, difficile à dire. Mais la victime, Victime, on en connaît une. Tu veux nous parler d'une victime en oui, particulier? oui, et c'est un homme très connu d'ailleurs de l'Antiquité. C'est Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, c'est un auteur vraiment connu parce que c'est une des grandes sources qui nous restent de l'Antiquité. Il écrit une histoire naturelle, donc sur toutes sortes de phénomènes. C'est un homme très curieux, un intellectuel, puis quelqu'un de très connecté dans la haute société. C'est un ami de l'empereur, qui à ce moment-là, c'était l'empereur Titus. Et c'est son neveu Pline le Jeune, on est très original chez les Romains au niveau des noms, qui un jour relate sa mort, parce qu'on a la correspondance en fait de Pline le Jeune. Il écrit une lettre à son ami Tacite, qui lui est un historien dont on possède encore quelques œuvres aujourd'hui, et il raconte la mort de son oncle. Donc c'est vraiment toute une épopée. Comment est-il mort? Oui. Alors, ce fameux Pline, c'était le commandant de la flotte de la région et un peu par curiosité envers le phénomène naturel et aussi par altruisme, il faut le dire, il a décidé de se rendre sur les lieux. Il a même proposé à son neveu de venir avec lui, mais il a fait « Oh non, j'ai des choses à étudier. » C'est littéralement dit dans la lettre. Moi, j'avais le goût d'étudier. Fait que je peux aller. Je ne sais pas à quel point c'est vrai ou si juste il avait peur, mais bon, en tout cas. Alors, si vous me permettez, j'ai comme un petit extrait. C'est assez long, mais vous me ferez les grands signes si jamais vous êtes familier. 4 pages et demie, là, oui, vas-y, on t'écoute. C'est ça. Alors, Pline écrit ceci. Lui, voulant dire son oncle Pline l'Ancien, change de dessein. Et ce qu'il avait commencé par désir de s'instruire, il le poursuit par générosité. Il fait mettre en mer des quadrirèmes, ça c'est des bateaux, et il s'embarque lui-même, portant secours non seulement à Rétine, une de ses amies, mais à d'autres endroits, car ces lieux charmants étaient très fréquentés. Il court là où les autres fuient, il gouverne directement vers le péril, tellement libre de crainte qu'il notait et dictait tous les mouvements, toutes les figures de ce phénomène à mesure de leur apparition. Déjà, la cendre tombait sur les vaisseaux, d'autant plus chaude et épaisse qu'on approchait davantage. Et déjà même arrivaient des pierres ponces et des pierres noires calcinées et brisées par le feu. Déjà, le fond de la mer s'était subitement levé et la montagne écroulée barrait le passage. Il hésitait un moment s'il retournerait en arrière, puis au pilote qui lui conseillait de le faire, il répondit la fortune vient en aide aux hommes courageux, gouvernés oui. par Pomponianus. Oui, c'est ça, tout simplement. Allons-y. Alors là, il s'en va en fait chez son ami Pomponianus, qui est mon nom romain préféré, c'est fascinant. Lui était établi à Stabie, qui est une petite ville proche du Vésuve. Et en fait, là, il croise son ami qui est vraiment stressé, qui a déjà fait ses bagages, qui est prêt à embarquer. Mais là, il y avait des vents contraires. Donc, notre ami Pline l'Ancien va décider de le calmer et de se dire
on va retourner chez toi, on va prendre un bain, on va dîner, on va être bien de bonne humeur. Mais là, il y a un petit problème parce que ça continue. Alors, Pline le jeune continue dans son récit. Il dit cependant, le mont Vésuve, en plusieurs lieux, projetait des flammes très larges et des incendies élevés dont la lueur et l'éclat s'accroissaient par les ténèbres de la nuit. Mon oncle, pour dissiper les frayeurs, répétait que c'était des maisons de campagne qui, abandonnées au feu et désertées par les paysans épouvantés, brûlaient dans la solitude. Autrement dit, ça va bien aller. Pour Et ensuite, dissiper les frayeurs. Donc, c'est comme aujourd'hui, quand on dit que les gens qui décèdent du COVID, c'est juste des personnes âgées, finalement. Tu sais. exactement. Puis, ben, les maisons de paysans qui brûlent, mais ils sont vides, là, c'est sûr. Et donc, Pline l'Ancien va décider de faire un petit somme, va dormir, mais là, les pierres ponces commencent à tomber de façon vraiment plus exagérée, puis la maison menace de s'écrouler carrément sous le poids des pierres. Donc, on décide de sortir. Et donc, on continue. Réveillé, il vient dehors et rejoint Pomponianus et les autres qui avaient veillé. Là, on délibère s'il vaut mieux rester dans la maison ou errer en plein air. En effet, les murailles chancelaient par de fréquents et violents tremblements, et comme arrachées à leur fondement, elles semblaient de ça et là aller et venir. En plein air, on craignait la chute de pierres ponces légères et calcinées. La comparaison fut de choisir ce dernier péril. Chez lui, la raison triompha de la raison, chez les autres, la crainte de la crainte. On se met des oreillers sur la tête, on les attache avec des linges. C'était la protection contre les chutes de pierre, donc quand même ingénieux. Faut dire que les Romains avaient quand même des casques à l'époque, hein, en métal. Oui, oui, ben Ouais. eux, comme c'était pas nécessairement peut-être des soldats, n'avaient pas le casque, mais bon, attacher son oreiller sur sa tête, ça peut quand même être une bonne protection. Et finalement, pour sa mort, là, j'y arrive, là, après tout ce récit. C'est une mise en bouche. Oui, c'est ça. Là, mon oncle se coucha sur un drap, demanda à diverses reprises de l'eau froide et en but. Puis les flammes et une odeur sulfureuse qui annonçait les flammes mettent les autres en fuite et lui le font lever. Appuyé sur deux esclaves, il se redresse et tombe aussitôt. Je pense que la vapeur épaisse lui coupa la laine et ferma au passage sa respiration qui était chez lui naturellement faible, étroite et fréquemment oppressée. Ah, wow. Quand le jour fut rendu, ce fut le 3e jour après qu'on l'avait vu pour la dernière fois, le corps fut trouvé intact, sans lésion et couvert de ses vêtements. Son apparence était plutôt celle d'une personne qui se repose que d'un mort. Donc, voilà, fin de Pline. Malgré son désir d'aider ses amis, il a malheureusement succombé. On ne sait pas exactement de quoi. Est-ce que c'est une crise cardiaque? Est-ce que c'est le gaz? Ben, voilà, mais on voit que Pline le Jeune vante vraiment son oncle en des termes assez élogieux. Il fait preuve de son sang-froid, de son altruisme en aidant ses amis. Puis on peut supposer qu'en faisant sortir autant de bateaux, j'imagine qu'il peut seulement sauver ses amis, mais beaucoup de gens qui avaient besoin d'assistance. Donc, chez les Romains, c'est important, hein, les ancêtres, la famille, on leur voue un culte. Donc, je pense que ça fait partie un peu de ça. On participe à... C'est un éloge de nos morts, des bienfaits de la famille. Donc, voilà la fin de une petite question, parce que le récit provient de Pline le Jeune, qui est son neveu. Il n'était pas là quand c'est arrivé. Non. Comment il fait pour avoir autant de détails sur le récit puis sur toutes les actions de Pline l'Ancien? Y a-t-il un peu de, pas d'invention, mais d'exagération peut-être? Ben, selon ce qu'il dit à Tacite, c'est qu'il a réuni toutes les personnes qui avaient été en contact avec son oncle. Donc, probablement les gens qui ont survécu, genre Pomponianus, ses amis qui ont survécu puis qui l'ont pu laisser de côté. C'est un peu chiant. En tout cas, bon. Fait que je pense que les gens qui se sont sauvés ont raconté un peu comment s'était passé ces derniers moments. Peut-être les marins qui étaient sur les bateaux aussi. Donc, c'est ça qu'il dit à Tacite, qu'il a comme réuni les témoignages, mais ça se peut qu'il se fasse un peu plus élogieux envers les actions de son oncle que ce qui est vraiment arrivé. Ça, c'est dur à dire, mais ça ne me surprendrait pas qu'il y ait parfois des petites inventions. Merci. Alors, en terminant rapidement, Magali, est-ce qu'on sait comment l'empereur a réagi? Oui. En fait, la seule petite information que j'ai trouvée, et que c'est quand même assez drôle, c'est que l'empereur, qui était Titus à ce moment-là, a décidé de confier à 2 consuls, consuls, ça c'est des politiciens à Rome, là, des hommes d'une certaine influence, la responsabilité de superviser les secours aux sinistrés. Donc, il y a vraiment un secours organisé. Et un peu comme les gouvernements actuels, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'il a octroyé des subventions aux rescapés. Donc, eux aussi, on peut encaisser 2000 $. Non, mais je fais des blagues. Mais bon,
une action qui a quand même été soulignée, c'est que l'empereur Titus, au lieu de se saisir des biens des personnes qui étaient décédées à Pompéi, qui n'avaient pas laissé d'héritier, a distribué ses biens aux rescapés, aux survivants. En fait, dans la vie des empereurs romains, ça arrivait souvent que quand des personnes n'avaient pas d'héritier, laissaient une propriété derrière eux, à leur mort, ben, ça allait directement à l'empereur. Mais là, il a fait preuve d'une grande gentillesse et a décidé de remettre tout ça aux rescapés. Et il paraît qu'il y a eu beaucoup de popularité en raison de ces mesures-là, que les gens l'avaient beaucoup apprécié malgré un règne assez court. Donc, c'est ce que j'ai trouvé sur notre empereur Titus et ce qui conclut un peu cette petite chronique sur le Vésuve. Ma foi, quelle histoire! Merci, Magali. Je propose de prendre une petite pub. C'est les pubs qui arrivent. On essaie de faire de l'argent avec ça, donc on a des annonceurs. Non, c'est une blague. Petite pause musicale et on vous revient rapidement. Chers auditeurs, chères auditrices, re-bienvenue dans cet épisode d'Histoire de passer la pandémie. Hein. On poursuit dès maintenant avec Cassandre Roy-Drainville qui nous entretient aujourd'hui d'une catastrophe naturelle qui a eu lieu ici, en Nouvelle-France, il y a quelques années. Cassandre. Comment bien introduire un chroniqueur ou une chroniqueuse? Appelez David. Pas évident, hein? Faut se réinventer à chaque fois. On s'épuise. Salut, Cassandre. Bon, donc aujourd'hui, je vous parle des réactions face au tremblement de terre qui a eu lieu en 1663. En 1663, dans la vallée du Saint-Laurent et dans Charlevoix. Donc, ce qui m'a amené à vous parler de tout ça aujourd'hui, c'est que je vois présentement qu'en temps de crise, en fait, quand quelque chose d'inattendu nous frappe, on cherche des explications. On veut comprendre ce qui nous arrive, on veut comprendre pourquoi ça nous arrive. Et bien souvent, les explications qu'on va accepter, ce sont celles qui nous arrangent, qui viennent répondre à ce à quoi on croit déjà. Et elles ne sont pas toujours logiques et rationnelles. Donc, par exemple, Beaucoup d'exemples présentement. Si je prends il y a quelques semaines aux États-Unis, quand la COVID a commencé à frapper plusieurs États américains, il y a deux gouverneurs, donc les gouverneurs du Dakota du Sud et de l'Iowa, qui ont appelé à des journées de prière collective pour Pâques pour demander la fin de la pandémie plutôt que de se résoudre au confinement qui avait été préféré par la santé publique. Donc, la foi en une protection divine chez beaucoup d'Américains m'a rappelé l'événement du tremblement de terre de 1663 qui a eu lieu le 5 février en Nouvelle-France et donc dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y avait combien de gens en Nouvelle-France en 1663? Là, c'était moins nombreux qu'aujourd'hui. Il y avait moins de monde, évidemment. Là. Oui, c'est ça, un peu de contexte pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe à cette époque-là, puis pourquoi, en fait, notamment, il n'y a eu aucun mort durant le tremblement de terre. À l'époque, en 1663, il y avait environ 3000 colons en Nouvelle-France qui vivaient autour des centres de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal. Donc, une très faible population, très faible densité démographique. Puis, autour d'eux, il y avait plusieurs communautés autochtones qui vivaient aussi, qui partageaient leurs terres avec les colons. Donc, pas beaucoup de gens. Et le 5 février 1663, c'est l'avant-dernière journée du carnaval, qui était un lundi gras. Là, évidemment, tu ne parles pas du carnaval de Québec. Tu parles du carnaval qui vient avant les festivités qui précèdent le carême. En fait, le carnaval, c'est les festivités qui précèdent le carême, c'est ça? Oui, puis je ne connais pas bien l'histoire du carnaval, mais je pense que le carnaval de Québec découle de cette tradition-là. Oui, de cette tradition-là. Donc, c'était une période qui précédait le carême, donc la période d'abstinence. Donc, le carnaval, c'est le contraire. Donc, c'était un mois qui précédait le carême et tout était permis pendant cette période-là. Donc, la semaine passée, là, on a parlé là, avec les antiquistes là, Les antiquistes! Allô? Des triennales, si je m'abuse, c'est ça le mot? Non, des saturnales.
Ça tournait à garde, j'étais proche. Oui, T'es pas trop loin! Donc, le carnaval, en fait, ça nous fait penser aux fêtes païennes de la période gréco-romaine. On avait, par exemple, les pauvres qui se déguisaient en riches ou qui se moquaient des riches. On avait des femmes qui se déguisaient en garçons, des jeunes, les jeunes enfants qui se déguisaient en animaux. Mais surtout, l'alcool coulait à flot. Donc, ça dérangeait beaucoup l'Église qui, à l'époque, avait beaucoup son mot à dire, en fait, sur ce qui se passait dans la colonie et avait souvent même plus de pouvoir que le gouverneur. Donc, pour les dirigeants de l'Église, les gens qui participaient aux festivités, qui étaient d'ordinaire calmes et respectueux et tempérés, ben là, devenaient des êtres démoniaques, puis qui faisaient peur, qui dansaient trop, qui buvaient trop. Donc, ça dérangeait vraiment l'Église, les missionnaires. Et en même temps aussi, on avait des festivités autochtones. Donc, il y avait notamment les Hurons qui pratiquaient certaines fêtes aussi pendant cette période-là. Donc, ça brassait pas mal là, en janvier, février. Là, puis, l'Église n'était pas super d'accord avec tout ça. Et pourquoi ça te dérangeait l'Église? Ben, en fait, ce qui dérangeait vraiment le plus, c'était la perte de contrôle. Beaucoup associé à la forte consommation d'alcool. Donc, c'était vraiment ça le nœud du problème. Et à l'époque, c'est une période où l'Église est très contrôlante. On est dans une période où l'Église est plus stricte et on contrôlait beaucoup l'alcool dans la colonie. Mais dans les faits, elle était vraiment facile à se procurer, ce qui dérangeait beaucoup les curés et les missionnaires. Magali? Oui, puis il n'y avait pas un désir aussi, en fait, de limiter la consommation d'alcool chez les Autochtones pour les missionnaires. Je ne sais pas si ça jouait dans leur mécontentement à ce moment-là. Oui, ben il y avait un peu de ça aussi. Les Autochtones découvraient l'alcool, puis ils n'étaient pas aptes, ils n'étaient pas adaptés à cette consommation-là. Donc, ça faisait des ravages chez les Autochtones et c'était presque dangereux. Donc, on essayait de le plus possible de restreindre la consommation d'alcool chez les Autochtones. Mais en même temps, ben, s'il y avait des Autochtones qui voulaient se procurer de l'alcool, ben, ils pouvaient le faire très, très facilement là, avec les colons. Anne-Émilie? Oui. Ben justement, l'espèce de lutte contre le carnaval, puis des soirées dansantes et tout, là, ça dure. J'ai étudié un petit peu ça en mon mémoire, justement, jusqu'au 19e siècle, le clergé aussi, qui est vraiment une lutte freinée contre la danse. On commence à danser la valse, la polka, là, les gens se touchent un petit peu trop, les mains puis les hanches, fait que faudrait pas. Là, fait que l'idée de sexualité aussi autour de la danse, je sais pas pour la Nouvelle-France si c'était déjà quelque chose qui était là, mais la lutte du clergé contre le carnaval, ça se compte en siècles. Oui, puis c'était comme ça en Europe aussi, tu sais, c'était pas juste comme ça en Nouvelle-France. C'était peut-être une petite affaire plus stricte en Nouvelle-France, puis aussi il y avait le fait qu'il y avait moins de contrôle parce que ben, les gens sont plus éparpillés, puis il y a moins de... les missionnaires sont plus dans les régions plus éloignées, en tout cas. Fait que c'est un petit peu plus compliqué de contrôler. Puis, ben, en même temps, à l'époque, Les dirigeants politiques à l'époque, ils pensaient quoi, Cassandre? Oui, ben c'est ça. Il y avait il y a eu plusieurs règlements à cette époque-là pour restreindre la vente d'alcool. Mais dans les faits, dans la colonie, c'était extrêmement facile d'avoir accès à l'alcool parce que ben, le gouverneur pensait que c'était bénéfique pour la traite des fourrures et la prospérité de la colonie dans l'ensemble. Donc, ça faisait un grand marchandage. Donc, il y avait des grosses chicanes entre l'Église, les missionnaires et le gouverneur à l'époque à ce sujet-là. Super intéressant. Et si on ramène ça au tremblement de terre, qu'est-ce qui Ouais, s'est produit exactement? ben je m'éloigne. Hein? La Le vie. 7 février 1663, on rapporte qu'il y a eu une secousse initiale à 17h30, tout juste après le coucher du soleil. Ensuite, il y a eu un énorme vacarme suivi d'un bruit. On rapporte dans les sources un bruit qui s'amplifie qui devient une sorte de grognement qui sort de la terre. Donc, ça fait extrêmement peur. Puis, la première secousse
dure environ 5 minutes. Ensuite, il va en avoir une deuxième pendant la nuit. Et en fait, au cours des 7 mois qui ont suivi, on a eu une série de petites secousses, comme il se passe d'habitude dans les gros tremblements de terre, qui s'est accompagnée, elles aussi, de grognements. Oui, Annélie? Oui, est-ce qu'on avait est-ce qu'on savait que c'était des tremblements de terre? On avait une explication peut-être surnaturelle à ça, de créatures ou je sais pas. Je sais pas si tu connais un petit peu les connaissances à l'époque. Écoute, je suis vraiment pas une grande connaisseuse de la période, mais il y avait des sismologues à l'époque. On avait les connaissances nécessaires pour comprendre qu'est-ce qui se passait, pour savoir que c'était un tremblement de terre. Ça veut pas dire que c'était ça que les colons décidaient de croire. Puis à l'époque, en fait, on va beaucoup se fier au discours de l'Église. Puis ce que l'Église dit, en fait, que c'est l'œuvre de Dieu. Les colons ont dû avoir peur, Cassandre? Ben oui, imaginez-vous, un gros tremblement de terre comme ça. En fait, on rapporte que c'est un des plus grands tremblements de terre qui a eu lieu en Amérique du Nord. Donc, on peut s'imaginer à quel point ça a dû les marquer. Puis, ils étaient très nerveux. Imaginez-vous, on attend les secousses qui vont arriver dans les mois suivants. On est aux aguets. Tout le monde était très anxieux. Donc, dans ce contexte-là, de gens qui sont fragiles, c'était comme l'occasion parfaite pour l'Église d'appliquer la loi, puis de faire valoir la prière, puis d'arrêter de consommer de l'alcool. Ça les a marqués. Et à quoi associait-il le tremblement de terre? C'était quoi l'explication du tremblement de terre? Oui, c'est ça, j'ai un peu parlé de la raison divine, puis c'est principalement ça à quoi les colons vont croire pendant cette période-là. Donc, l'Église a trouvé, en fait, dans l'événement, une réponse divine au carnaval qui se terminait et elle va faire passer son message dans la population. En fait, le tremblement de terre a été considéré par la plupart des missionnaires comme étant un événement prodigieux parce qu'il y a juste eu des conséquences positives. Bon, j'en ai parlé un petit peu tantôt, il n'y a eu aucun mort d'abord, mais bon, on le sait, aujourd'hui, ça s'explique assez bien parce que le centre du séisme a été situé à environ 200 km de Québec, dans le fjord du Saguenay. Donc, assez loin, puis en plus, avec la faible densité de la population, donc ça fait du sens, en fait, qu'il n'y ait eu aucun mort. Et ensuite, dès le lendemain, les habitants se sont pitchés à l'église. Dans les jours qui suivirent, les habitants, ils priaient, ils jeûnaient. Il y en a plusieurs qui ont fait des pèlerinages. Et même les trafiquants d'alcool ont pris un break pendant ce temps-là. Wow. Et on rapporte aussi certains missionnaires qui disent qu'il y a plusieurs Autochtones qui se sont convertis au christianisme dans les mois qui ont suivi. Donc, juste des belles conséquences qui arrivent pour l'Église. Donc, on peut conclure aussi que les gens semblaient avoir accepté l'interprétation des missionnaires et quoi faire pour éviter que ça réarrive. Donc, prier, puis jeûner, puis tout ça. La peur, c'est comme vraiment très puissant, finalement. Tu sais, c'est comme ça a fait que les gens se sont mis à être super religieux, ça a attiré des nouvelles personnes dans la religion. Fantastique. Il y avait moins d'éducation aussi, donc j'imagine que le discours d'Église résonnait très fort parmi la population, Cassandre? Oui, il y a moins d'éducation, mais tu sais, en même temps, c'est pas parce que les gens étaient moins intelligents. Puis, tu sais, c'est peut-être comme ça que je vais conclure. En fait, les gens aujourd'hui qui croient aux théories du complot ou qui pensent que le Seigneur va les épargner s'ils prient plus, s'il va les épargner de la COVID, c'est pas des gens moins intelligents. C'est vraiment pas une question d'intelligence, là, c'est plus une question peut-être de jugement, aussi d'autorité. Donc, quand on a une figure d'autorité à qui on croit beaucoup, on va croire pas mal tout ce que cette personne-là va nous dire. Puis aussi, trouver une explication simple à des choses qui s'expliquent plus difficilement. Donc, souvent, on a des problèmes dans notre société aujourd'hui, c'est que quand il y a des événements qui arrivent qui sont difficiles à expliquer, que la science est reliée à ça, souvent, c'est trop compliqué, puis les scientifiques ont de la difficulté à mettre ça clair. Ce que ça fait en réponse, c'est que les gens vont juste trouver des solutions plus simples
qui s'expliquent facilement, même s'il n'y a aucune preuve pour les backer. Puis c'est ce qu'on voit avec les théories du complot, par exemple. Le cerveau humain, naturellement, va chercher à faire du sens avec des événements qu'on ne comprend pas ou qu'on saisit mal, là. Thomas, tu avais une question? Oui, question, commentaire, intervention, oui. Je pense qu'il faut aussi considérer que pendant la colonisation de l'Amérique, le clergé était quand même un pôle de pouvoir aussi, pas juste d'autorité morale, mais avait son mot à dire sur qu'est-ce qui allait arriver de la colonie en soi. Donc, il y avait quand même presque autant d'autorité qu'un gouverneur, et je suis pas mal sûr qu'il y avait plein de luttes de pouvoir entre les deux. Donc, c'est comment dire, que ça soit récupéré par le clergé, récupéré par le clergé. Pas forcément récupéré, mais que les gens se garochent vers les églises et autres, c'est un petit peu normal. Nous autres, on regarde nos scientifiques, lui, ils regardaient ce pôle d'autorité, de pouvoir. Cassandre? Les dirigeants religieux, c'est ça, c'est la figure d'autorité par excellence. C'est elle qui sait tout et qui comprend tout. Puis, donc, quand elle dit quelque chose, ben, on y croit, sans nécessairement chercher à comprendre si c'est vrai ou pas, tu sais. Anne-Émilie? Oui, c'est dans les gens les plus éduqués aussi de la population qui savent lire, qui savent écrire, qui ont étudié beaucoup. Donc, je crois que c'est normal que les colons qui ont peut-être eu moins la chance de s'éduquer à regarder à eux. C'est comme un peu les scientifiques, en gros guillemets, de l'époque pour eux. Je pense que même aujourd'hui, on aurait encore ce réflexe-là. Là, si ce n'était pas du fait que les églises sont fermées actuellement, les gens iraient à l'église, là, clairement, parce que ça permet aussi de trouver un certain réconfort dans ce qu'on traverse. Puis je me souviens qu'au début de la crise, il y avait un prêtre qui faisait des messes en ligne. Il avait commencé à faire ça tranquillement. Puis là, au début de la crise, il s'est ramassé avec une de ses messes avec 5000 personnes qui le regardaient en diffusion live. Il disait, moi, j'étais habitué de faire des messes devant 5 ou 15 personnes maximum. Tout d'un coup, j'en ai 5000, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Donc, clairement, on voit le même phénomène encore se reproduire aujourd'hui. Camille? Oui, mais aussi, ça dépend aussi des autorités, comment la religion se forme autour de quoi. Je veux dire, on a des cultes comme en Amérique latine qui mettaient aussi certaines scientificité comme au cœur de la religion. Puis, je veux dire, l'astronomie, on va dire, pour eux, c'était très développé. Puis, ils expliquaient les phénomènes naturels, tout ça, avec ce qu'ils connaissaient. Donc, c'est pas tant de la stupidité, c'est vraiment comme sur quoi se basent ces théories de religion qui vont expliquer les phénomènes. Donc, si tu te bases sur Dieu, ce qu'il a dit, sur les textes anciens, tout ça, ben, tu vas expliquer ce qui se passe sur ce que tu connais. On oublie souvent aujourd'hui que les gens avaient aussi les moyens du bord pour essayer de comprendre ce qui se passait. Là, on n'avait pas des sismographes ou quoi que ce soit. Donc, je veux dire, ça nous semble farfelu aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, on aurait peut-être une... On ne comprenait pas trop l'origine des tremblements de terre à l'époque. 2 plaques tectoniques qui se rentrent dedans, c'est assez abstrait comme concept. Le premier étant Jules Verne. Je voulais juste te dire en terminant que si jamais ça intéresse des gens qui veulent en lire plus sur le sujet, l'article dont j'ai tiré toutes ces informations s'appelle Le ciel et la terre nous ont parlé, comment les missionnaires du Canada français de l'époque coloniale interprétèrent le tremblement de terre de 1663 par Lynn Berry, publié en 2006. Donc voilà. Merci. Très intéressant. On invite nos auditeurs et nos auditrices à se rendre sur les internets et à trouver cet article si vous souhaitez en apprendre davantage. Merci, Cassandre. On vous revient dans un instant. Bon retour, chers auditeurs, chères auditrices, dans cette émission d'Histoire de passer de la pandémie. On avait une super discussion pendant la pause. Thomas, il paraît que tu te branches très tôt le matin sur Zoom. En fait, je pense que je voulais que tu nous parles de ta méthode de travail qui semble être très efficace. Parce que quand on a parlé, Magali, le fait vous autres, vous m'énervez. C'est terrible. En fait, j'ai réussi à me discipliner. C'est la première fois en 29 ans d'existence. Il faut une pandémie mondiale pour ça. Il faut une pandémie, exactement. Donc, le stress aussi de la remise du mémoire. Je me lève à 7.
et je me branche avec notre collègue Daniel Lemire sur Zoom à 8 heures. Et on jase une petite 15-20 minutes en prenant le café, puis après ça, on travaille en se regardant la tronche de temps en temps. Et d'autres personnes se joignent à nous le matin vers 10-11 heures. Des fois, c'est en après-midi, il y en a d'autres qui se joignent. Puis, Moi, c'est plus ça nous l'après-midi. force à travailler. Le Ouais, mouvement c'est est ça. plus ton après-midi. Ça te force à travailler. Tu te sens mal de faire autre chose ou de choquer la conversation, ou du moins de choquer Daniel. Et en disant, moi, je m'en vais jouer à l'ordi. Au revoir. On a une méthode de travail similaire avec le travail. On se connecte à tous les matins à 9 h. Au début, je trouvais ça un peu rochant. Je vais l'avouer parce que je devais être là tôt. Je voulais dormir, moi, le matin, évidemment. Pandémie oblige. On a besoin de plus de repos, on est stressé. Mais pour vrai, ça m'a aidé à prendre un rythme au début. Puis là, aujourd'hui, je m'en passerai plus de ça. Donc, je trouvais que c'est très intéressant. Faites ça ou pas. Là. Allez-y comme vous voulez. Ça dépend comment vous envisagez la fin du monde. Et parlant de fin du monde, Excellente intro. Voilà. La pandémie actuelle a quand même des allures de fin du monde, hein, Camille? Oui. Qu'en penses-tu? Mais ça m'a rappelé, ce matin, j'ai comme rêvé 2012, le 21 décembre, qu'est-ce qui s'est passé pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont aucune idée de quoi je parle? Tu as rêvé à ça cette nuit, hein, c'est ça? Oui, j'ai rêvé que je devais parler de la fin du monde du 21 décembre 2012 et le calendrier Maya. Voilà. Je ne sais pas si vous avez regardé le film, le très mauvais film 2012, mais c'était l'apocalypse, c'était destruction du monde. C'était très religieux, en fait, comme film, si on regarde de plus près. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi ça a des allures très religieuses. Alors, il faut retourner un peu dans le temps, à l'époque de la colonisation, donc au 7e siècle. En Amérique centrale, il y avait un peuple qui s'appelait les Mayas. Donc, c'est à peu près proche du Yucatan, Guatemala, Belize actuel. Et ils avaient un calendrier, plusieurs, il y en avait deux. Il y en avait un qui était un calendrier sacré, cyclique de 260 jours, et un calendrier solaire de 365 jours, et un espèce de long calendrier qui faisait la jonction entre les deux et qui indiquait quand est-ce que les cycles arrêtaient, puis que ça recommençait. Et certains cycles avaient de mauvais présages. Il allait avoir peut-être une mauvaise récolte à un certain moment. Ça, on ne sait pas vraiment. Puis, pour faire ces calendriers-là, ils utilisaient le système solaire, mais aussi le système de la planète Vénus, donc comment ça allait se passer dans le ciel, pour, dans le fond, calculer le temps. Et des chercheurs, un peu plus vers notre période contemporaine, ils ont apposé le calendrier Maya au calendrier grégorien pour un peu voir comment ça fonctionnait, puis savoir quand est-ce que les cycles s'arrêtaient. Puis les cycles, parfois, ils duraient comme 5000 ans et plus. Et le cycle actuel devait se finir au 21 décembre 2012. Certains disaient le 25, le 23. Enfin, c'était pas tellement... J'avoue qu'après 5000 ans, la précision sur le jour exact, il peut y mais avoir un surtout, décalage. ça a été traduit en latin, donc avec des chiffres, avec des chiffres, avec des lettres romaines. Fait c'est un peu une science plus ou moins exacte. Mais certains groupes de notre âge, qu'on appelle les mayanismes, ou autre culte qui vient du courant New Age, en particulier le mouvement millénarisme, pour eux, ça signifiait la fin du monde, la fin d'un cycle chez les Mayas. Mais c'est pas vraiment... c'est vraiment très pseudo-scientifique, en fait. Et en fait, pour comprendre un peu cette vision apocalyptique que l'on a imposée au calendrier Maya, il faut retourner au 16e siècle, donc à la période du colonialisme. Quand les missionnaires sont arrivés, ils ont tenté d'évangéliser les groupes autochtones, mais aussi de traduire leurs sources, parce que pour parler avec ces groupes-là, il fallait un peu comprendre leur système linguistique. Et il y avait deux groupes, en particulier les franciscains et les dominicains, qui ont essayé de traduire les symboles et les termes selon les langues romaines. Et pour
un peu imposé la religion catholique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traduit ces termes-là en des termes qu'on retrouvait dans la Bible. Donc, la fin d'un cycle, ça représentait, dans le fond, l'Apocalypse. Et c'était surtout pour imposer cette vision du catholicisme-là et pour ramener les Autochtones vers la religion catholique. Donc, on disait, ben, vous voyez, votre religion vous a trompé. Ils disent juste que c'est la fin d'un cycle, mais en fait, c'est l'Apocalypse. Vous devez faire attention, joignez-nous, machin. Et en fait, on a aussi essayé d'imposer la vision catholique pour éviter que la traduction qui allait revenir vers l'ancien monde n'allait pas créer d'hérésie. Donc, on ne voulait pas dire, ah ben vous voyez, il y a d'autres religions qui ont d'autres visions. On voulait vraiment leur dire qu'ils se sont trompés, c'est une autre façon de C'est voir. nous qui sommes la seule. Voilà. Donc, ça a traversé les âges, évidemment, cette sorte de traduction-là. Et dans les années 60-70, il y a une époque qu'on appelle le New Age. Donc, c'est vraiment un retour vers des cultes plus anciens. On va réinterpréter les religions, des religions qui sont passées sous l'égide du catholicisme. Donc, tout ce qui est rastafariste, le chaman, etc. Mais on va vraiment les voir d'une vision très colonialiste. Donc, on va imposer notre traduction sur ces faits-là. Et il y a des pseudo-chercheurs qui sont très influencés aussi par la période de la guerre froide, qui a des allures de fin du monde. Donc, ils vont commencer à interpréter des sources anciennes selon leur vision du monde actuel. Donc, c'est très morbide, c'est très fin du monde. Et surtout, c'est une période où on voit qu'il va avoir naître beaucoup de jeunes groupes religieux qui vont sortir du protestantisme plus traditionnel et qui vont former des petits groupes très centrés sur un futur apocalyptique. Puis ils doivent être très concentrés entre eux. Il faut qu'ils prient, il faut qu'ils donnent tout ce qu'ils ont à leur groupe religieux. Et en devenant la fin du monde. Donc, l'Église adventiste, par exemple, l'Église du septième jour. C'est toutes des petites églises qui vont apparaître, surtout aux États-Unis, qui vont s'inspirer d'anciennes traductions mal interprétées. Et donc, le 21 décembre 2012, ben, c'était tous ces regroupements de phases à travers l'époque qui va dire, ben voilà, c'est la fin du monde, le 21 décembre. Vous devez vous y attendre. Puis, la vision apocalyptique, en fait, c'était vraiment des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, puis une espèce de aussi... ils vont aller chercher des visions un peu farfelues à travers les théories du complot, donc les axes polaires qui s'inversent d'un coup, le champ magnétique qui s'arrête. C'est un mélange de tout et de n'importe quoi un peu, mais ça a une vision, ça démontre un peu comment le concept de l'apocalypse est très entre l'ordre et le chaos, dans le fond. Donc, selon l'apocalypse, ben, après le chaos, ben, va venir le nouveau monde, va venir l'ordre ou le paradis. Donc, des changements de cycle. Anne-Émilie? Oui, non, c'est juste à laisser me parler de dire, justement, une espèce d'alignement, de renversement des pôles, puis tout. Je m'en rappelle justement à cette époque-là, mes amis étaient comme, ben, là, ce sera pas la fin du monde, mais bon, ça a l'air qu'il y a un revirement des pôles, puis la gravité va être fuckée ou je sais pas quoi. Parce que j'ai entendu bien des affaires comme ça. Mais chez les Mayas, il n'y avait aucun concept, en fait, de fin du monde, d'apocalypse, d'espèces d'énormes événements naturels et surnaturels. On s'est dit qu'il y avait une planète qui allait venir changer le monde. Est-ce qu'on a des... Oui, Cassandre? Oui, bien, ma question, je ne sais pas si tu as la réponse en fait, mais est-ce qu'on voit justement après 2012, voyant que rien de tout ça n'arrive, qu'est-ce que
comment ça se passe dans ces groupes religieux-là? Est-ce que soudainement tout le monde quitte ou est-ce que la figure de prêtre ou d'autorité, est-ce qu'elle permet aux gens de rester avec d'autres, une nouvelle fin du monde? Mais il y a toujours, il y a comme toujours une interprétation entre, ça dépend vraiment de l'interprétation qu'ils ont. Si c'était vraiment, ah ben c'est cette date-là, c'est sûr et certain, c'est clair qu'après ça, les gens vont peut-être se poser des questions, mais la plupart des groupes religieux sont restés en se disant que finalement, ben, ça a été mal traduit, mal interprété, mais le concept reste. Puis c'est sur ça que se basent ces groupes religieux-là, c'est qu'il va y avoir une fin du monde à un moment. Puis c'est peut-être des tests provenant de Dieu, à savoir si il y a une préparation qui s'est faite. Il ne faut pas oublier que aussi la nature humaine est bien faite, donc on cherche toujours des explications un peu irrationnelles, parfois de ah ben si ça ne s'est pas passé là maintenant, c'était parce qu'on a voulu tester notre foi, puis que ça va arriver un autre jour, parce qu'il y a toujours il y a toujours des dates. Puis c'est pas la première fois, en 1980, en 2000 aussi, il y avait eu des fins du monde comme ça. Le bug de l'an 2000. Mais en 2000, il y avait aussi des groupes religieux qui pensaient que c'était la fin du monde vraiment à l'an 2000 exactement à cause de l'alignement des planètes. Fait que c'est vraiment une mésinterprétation de plein de choses. Puis évidemment, ils vont chercher une explication logique à pourquoi ça s'est pas fait. Mais les groupes religieux sont encore là. En fait, sont même plus puissants qu'ils n'ont jamais été. Magali? Oui, ben en fait, ça me fait penser avec l'an 2000 que là, il faudrait que des collègues médiévistes me reprennent, mais j'ai déjà lu qu'il y avait aussi une sorte d'élan qui avait pu avoir lieu un peu vers l'an 1000 de ce genre de truc-là. J'ai l'impression que les dates importantes, comme ça, des dates, je sais pas, des chiffres ronds, des dates qui font un peu un saut vers quelque chose d'autre, mais j'ai l'impression que les gens interprètent ça comme la fin d'un cycle ou justement une fin du monde possible. Donc, il y avait des gens aussi qui craignaient ce genre de changement déjà au Moyen Âge. Donc, la fin du monde est toujours reportée. On n'arrive pas, mais le monde n'a pas fini. Continuez en attendant. C'est chanceux, hein? Oui, Il oublie en fait que le chiffre est un peu sorti de nulle part. Tu sais, c'est le chiffre, on est en 2020, mais c'est 2020 selon les chrétiens, les catholiques. Tu sais, c'est pas 2020 selon tout le monde. Là. Mais c'est surtout que comme tu sais, on n'a pas sûrement une personne qui travaille en antiquité pour nous aussi affirmer, mais comme tu sais, on traduit selon ce que nous on connaît des langues qui sont très loin des nôtres. Donc, tu sais, les symboles mayas, tu leur donnes une interprétation, mais tu sais, on va les traduire en latin, ensuite on les a traduits dans nos langues à nous, donc il y a forcément une connotation qui se perd quelque part. Fait que forcément, si on regarde le calendrier maya qu'on retrouve aujourd'hui, puis on essaie de le traduire, ben ça va pas concorder forcément avec ce qui s'est passé à l'époque. il pourrait y avoir un décalage aussi. Puis si on regarde ça, 21 décembre 2012, admettons que tu prends le 12, tu l'inverses, ça fait 21 décembre 2021. 21 du 12, 2012. En plus que maintenant, là, dans la rue présentement, là, gambade comme il veut, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ça pourrait être terrible pour l'année prochaine. Voilà, cela dit, on va rester optimiste, Thomas. Oui, ben en fait, c'est peut-être Magali qui va pouvoir me confirmer, mais il me semble que les traductions, par exemple, de l'Iliade, parce que Achille avait des relations avec son cousin et les Victoriens ont constamment écrit que c'était des relations très, 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 très amicales, mais qu'en fin de compte, c'était des relations homosexuelles. Juste pour montrer comment nos croyances et nos conceptions vont transformer ce qu'on va lire et comment on va le traduire. Je ne sais pas si Magali, tu peux confirmer. Il me semble que c'est quelque chose qui circule. Ben, c'est sûr. Je ne sais pas exactement. Les traductions, c'est sûr, qui ont été censurées quand ça ne faisait pas leurs affaires. Là, mais c'est vrai qu'il y a tout un courant d'amour masculin ou d'amour homosexuel ou de relations de proximité entre des hommes qui, c'est sûr, qui a été évacué. Puis je me rappelle que je pense que il y a une série là, récemment très mauvaise. Là, regardez pas ça sur la guerre de Troie, mais on voyait clairement une relation homosexuelle entre Achille et Patrocle. Puis il y a beaucoup de gens que ça a dérangé. Là. Ça, c'est parce que tu es un homme,
là, masculin, avec tout, ça peut pas avoir de relation avec un autre homme, donc ça avait dérangé beaucoup de gens. Ça ne correspond pas au modèle de l'homme d'aujourd'hui, donc on l'écarte. Camille? Oui, mais en terminant, il y a justement un missionnaire dominicain, si je ne me trompe pas, dont la source principale, c'est un livre, un dictionnaire, en fait, qu'il avait écrit sur les termes et l'écriture maya. Puis, on ne sait pas si ça s'adressait aux Mayas, selon le titre, ou si c'était sur les Mayas. Donc, c'était un dictionnaire qu'il a publié, mais on ne savait pas à qui ça s'adressait. Donc, on ne savait pas si c'était à des fins d'évangélisation ou c'était à des fins pour les Européens de connaissance. Donc, on ne sait pas vraiment si il cherchait dans ces termes à démontrer que voici à quoi ça correspond dans les religions catholiques ou si voici ce que vos dieux correspondent pour nos religions. Donc, on ne sait pas. C'est tellement difficile d'interpréter correctement des sources plus anciennes que j'imagine que ça laisse place à beaucoup de théories du complot après. Thomas, rapidement, en conclusion. Oui, très rapidement. Je pense qu'il faut aussi considérer, vu que c'est des dieux monothéistes et universels, on essaie de prouver cet universalisme-là de Dieu. Donc, quand on trouve quelque chose qui moindrement ressemblerait à notre théorie de ce Dieu universel-là, l'Apocalypse, etc., on saute rapidement dessus puis on l'utilise pour confirmer nos croyances. Donc, non, effectivement, c'était vraiment prouver que le Dieu unique était... c'est lui qui avait raison, en fait. C'était nous qui avions raison, puis qu'ils devaient abandonner leur croyance pour rejoindre le catholicisme s'ils voulaient éviter toutes sortes de catastrophes qui pourraient arriver et qui pouvaient les endommager. Moins que Dieu avait toujours été présent là, mais qu'il l'avait juste mal compris. Oui. Merci sur cette fascinante discussion. On vous laisse réfléchir à ça et on en reparlera éventuellement autour d'une bière dans un bar. J'espère, bientôt. I hope. On aimerait ça. Voilà ce qui clôt l'épisode pour cette semaine. On doit arrêter parce qu'on est rendu au maximum de notre temps et notre régisseur anonyme va nous chicaner. On le remercie d'ailleurs pour son excellent travail. Il écoute l'émission après chaque semaine et il en fait le montage. Et voilà, on apprécie beaucoup sa collaboration sur cette émission. Camille Gauvin, Anne-Émilie Lacerte, Cassandre Roy-Drainville, Magali Lagubaltet, Thomas Venn, merci pour votre participation encore cette semaine. Chers auditeurs, chères auditrices, on vous invite à cliquer j'aime sur notre page Facebook et aussi à mettre un gros pouce en l'air sur notre page YouTube. Ça nous encourage. On aime ça, voir des pouces en l'air bleus. C'est toujours agréable parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait et ils nous écoutent. Voilà. C'est le fun aussi de faire des choses et pas pour rien, en fait. Bon, voilà. Avec Gérard à l'animation, j'arrête, je suis fatigué. On vous retrouve la semaine prochaine.